mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui, je vais vous présenter les incontournables pour le mois de mars. Donc, on va commencer avec les romans. Donc, en fait, lui, c'est un hybride qui s'appelle Le Grand Arbre au centre du monde. C'est une réédition. Il a été publié pour la première fois en 1989. Mais j'ai décidé de vous en parler parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, la Maison Yénis fait souvent ce genre de présentation-là d'œuvres qui ont marqué le temps. Donc, œuvre japonaise qui est à la fois un roman et un album. Je vais vous montrer, les illustrations sont carrément fabuleuses. Donc, on a vraiment l'impression de s'immerger dedans et ça ressemble quand même un peu à un roman graphique, mais ce n'est pas tout à fait un. Il y a quand même relativement beaucoup de texte. Je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est une fable écologique. Donc, on est dans un univers avec un arbre géant. Et dans cet arbre-là, on a tout un écosystème qui va coexister. Cet arbre-là, il y a forcément plusieurs dizaines de milliers d'années, tellement qu'il est énorme. Donc, imaginez-le vraiment de très, très grande envergure. C'est beaucoup plus gros qu'un séquoia. Et il y a une jeune fille qui vit avec sa grand-mère à la base de cet arbre-là. Puis, ce qu'on en comprend, elle fabrique tout ce qu'elles ont besoin. C'est vraiment, elles vivent en autonomie complète. De temps en temps, il y a des marchands qui passent pour les matériaux qu'elles ne peuvent pas créer par elles-mêmes. Et un jour, notre jeune fille, elle veut grimper à l'arbre parce qu'elle a vu un oiseau qui a l'air d'un oiseau de légende, un genre de phénix, mais c'est pas tout à fait clair. Et lui, il va se percher dans le feuillage de cet arbre-là qui touche les nuages. Et elle veut percer un peu son mystère. En allant dans l'arbre, elle réalise qu'il y a plein d'animaux qui existent là. Il y a une flore, une faune qui est vraiment diverse. Mais pourtant, il y a quelque chose qui... C'est perceptible, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les animaux se déplacent vers le bas. Il y a clairement quelque chose. Il y a un enjeu. Il y a même un incendie qui va se déclencher. Ça sort d'où? Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule sur l'arbre à ce moment-là. Il y a aussi un jeune homme qui est là. Et donc, ils vont pas tout à fait s'apprécier au début, mais ultimement, ils vont devoir collaborer parce que l'arbre, il est en danger. La présence de cet oiseau-là, il n'est pas étrangère. Donc, je vous invite à aller le lire. C'est vraiment de toute beauté et c'est quand même une œuvre assez précurseur à dire l'environnement, il faut en prendre soin. C'est un écosystème. Chaque élément est important. Il faut en tenir compte. Et c'est vraiment autour de ça que va s'articuler cette œuvre-là. Le suivant aussi est une réédition. En fait, il y en a quand même eu plusieurs. La raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est qu'on n'a pas fait de capsule sur cela pour le moment. Et ça peut quand même être vraiment très pertinent, spécialement pour vous, les professeurs de 3e cycle qui abordaient la guerre. Donc, les soldats qui ne voulaient pas se faire la guerre, il y a un film qui existe sur une œuvre similaire. Donc, le fameux Noël 1914, où des groupes ennemis ont fraternisé parce que c'était Noël, tout simplement. Donc, et cette toute petite œuvre-là, dans le fond, va relater l'histoire de deux personnages, donc un Écossais et un Allemand, qui ont fraternisé ce fameux jour de Noël-là. Donc, on voit notamment le groupe des Britanniques et des Écossais se demander pourquoi les Allemands ont des arbres avec des bougies dedans. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était essentiellement une tradition allemande et qui a d'ailleurs été à l'origine du pourquoi tout le monde a un arbre de Noël aujourd'hui. Bon, j'extrapole un petit peu ici. Ce qui est important de retenir dans cette œuvre-là, qui est vraiment rapide à lire, c'est vraiment l'idée surtout avec l'idée de propagande, on pense savoir qu'est-ce qui s'est passé, on pense connaître l'ennemi, mais en fait, tout le monde est humain, tout le monde a la même pensée pour Noël. C'est une fête qui est importante pour tous les groupes. Tout le monde a envie d'être avec ses proches. Tout le monde est humain, finalement. Et c'est le constat un peu perturbant que les soldats vont faire. C'est finalement... ces gens-là nous ressemblent, on ne parle pas la même langue, on n'est pas dans le même camp, mais c'est des êtres qui souffrent et qui ont des conditions terribles dans les tranchées quand même. Et ce qui est le plus perturbant, c'est que le lendemain, le fameux 26 décembre, tout le monde a commencé à se tirer dessus aussi. Donc c'est malheureux. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont être traînés en cours pour ça. Fait que c'est triste. Parce qu'on le voit que finalement, c'est le seul Noël durant la Seconde Guerre où ça va être arrivé. Les instances sont absolument pas appréciées. C'était quasiment perçu comme de la trahison. Donc, on a décidé de faire des rotations pour éviter que les gens finissent par fraterniser. Donc, c'est un pan qui est peut-être un peu moins connu de la guerre, mais l'idée justement qu'il y a des gens qui étaient là un petit peu malgré eux et qui n'étaient pas vraiment d'accord. Et c'est ce qui est un peu le constat qu'on peut faire. C'est toujours les gens qui partent les guerres qui ne la font pas finalement, cette fameuse guerre-là. C'est pas eux qui sont dans les tranchées, ce sont les soldats, les hommes de campagne, les hommes de tous les jours qui se retrouvent à subir ça. Fait notable qui peut être intéressant, à la fin vous avez des lettres
des vraies lettres, en fait, des vrais gens de différents camps qui vont expliquer, ce sont des lettres qui adressent à leur famille, qui vont expliquer un peu leur quotidien. Ça peut être intéressant, donc il y a vraiment toute une saveur historique dedans qui peut être vraiment très intéressante. La belle collection Alice Dezio nous a encore fait une petite pépite. Donc ici, nous avons la fille en poil de chien qui va relater une histoire qui se déroule en Sibérie. Donc je vous amène en Russie. Et cette jeune fille-là va quitter de manière précipitée son village parce qu'il est en feu. Donc ils se sont fait attaquer par un obscur groupe qui était contre les villageois. Donc on comprend que tout le monde n'était pas en paix dans ce coin-là du monde. Cette jeune fille-là va aller dans la forêt. On est en plein hiver. On peut imaginer qu'en Sibérie, ils ont le même genre d'hiver que nous, peut-être même plus froid. Elle va rencontrer ce qu'elle pensait être un loup. Et en fait, c'est un husky, qui est un chef de tête. Donc, lui, son travail, normalement, c'est d'être en tête du cortège du traîneau. Donc, c'est lui qui donne la direction. Et il va expliquer à la jeune fille, d'ailleurs, parce qu'ils vont se parler, c'est quoi son travail. Et notre chien, en fait, va nous expliquer qu'il s'est fait délaisser. Il est plus vieux, donc tout d'un coup, il s'est retrouvé plus de traîneau du tout. Et avant de se faire vraiment rejeter comme il faut, il va décider de quitter et aller vivre en solitaire dans la forêt. Et c'est là qu'il va rencontrer notre jeune fille, qui elle est vraiment en train de mourir de froid. Donc, ils vont vivre au début dans une grotte. Et elle va avoir l'idée, elle avait un peigne avec elle, d'enlever les poils du chien et avec l'eau qu'il y avait au fond de la grotte, de le tamiser, de mettre les poils ensemble pour créer du feutre. Et ce feutre-là va servir à faire le fameux manteau en poil de chien qui va la recouvrir. Et c'est là qu'elle va vraiment avoir sa liberté de se promener malgré la neige, malgré le froid, aller trouver des racines, aller trouver le plus possible des choses à manger. Et notre husky, lui, va essayer de trouver des choses à manger plus au niveau de la viande. Donc, il y a une collaboration de part et d'autre, et c'est ce qu'il disait, on va former une meute de deux. Et il faut laisser les souvenirs qu'on a, il faut les laisser partir, il faut pas comment je vous dirais donc? Pas laisser les souvenirs nous empêcher d'aller de l'avant. C'est ce qu'il dit souvent à la jeune fille, mais, il y a quand même un mais, plus vers la fin. Notre jeune fille, finalement, en bout de ligne, elle se fait dire par le husky que je suis trop vieux, j'arrive plus à chasser, j'ai plus toute ma vigueur, donc j'ai pas le choix, tu vas devoir te débrouiller. Et moi, j'ai plus le choix d'aller voler des poules, des animaux auprès des hommes. Donc, il se met en danger à chaque fois. Il va effectivement se faire prendre. Donc, notre jeune fille va devoir retrouver les siens, plutôt les gens de son espèce, et elle va être adoptée. Mais il va toujours avoir le loup, le husky dans sa conscience. Et c'est là que ça devient intéressant. On a un parallèle entre les souvenirs peuvent nous empêcher d'avancer parce qu'ils sont lourds et parce qu'ils sont durs à internaliser, puis ils viennent souvent nous embarrasser d'émotions qui peuvent être négatives, mais dans un même temps, c'est les mêmes émotions, le même vécu qui peut nous dire, voici l'expérience que j'ai et je peux aller de l'avant, ça me sert, c'est dans mon pack. Donc, les souvenirs ont cette dualité-là, c'est utile, mais c'est aussi souffrant, il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, c'est vraiment une belle analogie. J'adore vraiment la façon que ça a été écrit. C'est facile à lire. Et finalement, on se rend compte que la jeune fille, au début, vers la fin, elle dit qu'elle veut aller sauver le husky. Mais finalement, est-ce que de le prendre et de s'en servir, de l'incorporer dans sa famille, vient pas un peu briser la relation d'égalité qu'il y avait? Parce que tout d'un coup, elle se retrouve avec la maîtresse de ce chien-là, ce qui est un rapport dominant-dominé. Donc, en amitié, il faut de l'égalité. Donc, la jeune fille, malheureusement pour elle, c'est triste pour elle parce que finalement, ça veut dire qu'elle doit lui laisser sa liberté à ce chien-là. Quitte à ce que ce soit pas avantageux pour lui, c'est son choix de quitter dans la forêt et il faut le respecter. Fait qu'il y a la notion d'amitié et d'égalité dedans qui est également très touchante. Donc, plein de choses à faire avec ce livre-là. C'est vraiment très beau. 27 chapitres et un peu plus pour être heureux en toutes circonstances. Un beau titre très très long. Qui est signé de la maison École des loisirs, collection neuve, qui fait elle aussi généralement de très belles œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce livre-là, qui est lui aussi vraiment très très mignon? On a une histoire entre un garçon et une fille, et cette fille-là, c'est le typique personnage, on en a également dans la réalité, la jeune fille qui est trop gentille. Mais peut-on être vraiment trop gentil?
Ce qui est intéressant dans ce livre-là, parce qu'elle est nouvelle et bon, elle essaie de s'adapter dans son nouveau milieu scolaire et le garçon doit faire, mon Dieu, mais elle n'a pas en tout, là, vraiment. Là, elle est trop fine, elle est trop polie, elle laisse sa place. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas compris comment fonctionner, elle va se faire rire d'elle. Il y a vraiment tout ce dialogue-là très négatif autour de la gentillesse et de l'altruisme, mais pourtant, ce sont des qualités qui sont quand même fondamentales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour ce que j'en ai compris, quand on est enfant, ce qui est cool, c'est d'être tough. Donc, il y a toute l'idée de la masculinité qui rentre là-dedans un petit peu et l'espèce d'arrogance, un peu la nonchalance de « ouais, mais moi, je suis au-dessus de vous parce que moi, je suis cool. Moi, je suis au-dessus de vos idées. Moi, je peux me moquer de vous. » C'est quand même perturbant de penser que c'est ce genre d'attitude-là qui est considéré comme cool. Moi, je m'en rappelle très bien quand j'étais enfant, c'était effectivement le cas. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est que mon Dieu, qu'on en a gagné sociétalement quand on parle de gentillesse. Cette jeune fille-là, elle est vraiment là pour tout le monde et elle se sent valorisée à travers tout ça. Elle le fait de bon cœur, mais il y a toute l'idée aussi de « j'aime mieux donner que recevoir, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est ma nature ». Pourquoi les gens ne respectent pas cette dimension-là de moi? Et le jeune garçon, ben, il essaie de lui donner des trucs. Donc, il va falloir qu'elle apprenne à donner des insultes, il va falloir qu'elle apprenne à être un peu plus tac-au-tac, puis à te moquer des autres. Mais pourquoi, finalement, si c'est au détriment des autres? Donc, il y a plein de notions qui sont vraiment quand même très pertinentes à aller aborder là-dedans. Et finalement, notre garçon, il commence à revoir un peu son jugement par rapport à ça. De se dire, mon Dieu, mais cette personne-là, dans un sens, elle est exceptionnelle. Il y a quelque chose de beau à travers elle. Et ça va aussi, il y a une dimension qui est plus familiale, où lui, son père, il est banquier. C'est l'homme qui parle fort, c'est l'homme que moi, j'ai de l'argent, j'ai réussi dans la vie, moi, j'ai écrasé les autres. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais on se rend compte qu'en fait, lui aussi, c'était quelqu'un de très gentil quand il était jeune. Donc, finalement, on se modifie aussi par rapport aux perceptions des autres pour entrer dans un cadre social, pour correspondre à des normes, pour éviter de se faire niaiser. Et c'est terrible parce que finalement, on se dénature en faisant ça. Et le papa de notre personnage, mon Dieu, son petit nom, c'était Augustin. Ben, il est pas heureux. Il a la grosse maison, il est banquier, oui, mais il n'est pas heureux. Donc, il y a toute la notion aussi d'être en phase avec soi-même, concorder avec nos valeurs, arriver à se détacher un petit peu aussi de ce que les autres vont dire. C'est vraiment, vraiment très beau. Il y a des illustrations dedans. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a Augustin, il est avec son meilleur ami. Ils font une bande dessinée et elle va jalonner toute l'histoire. Donc, on les voit ici, sont griffonnés sur des blocs-notes. Parfois, ça va être plus des images. J'essaie de vous en trouver une. Voilà, là, on est plus une image. Donc, nos deux garçons font une BD. Ce sont des futurs auteurs et à travers le médium de la fiction, parfois, on peut aller relativiser des concepts qui sont un peu plus complexes dans la vraie vie. La fiction, c'est une boîte à outils qui est fantastique pour ça. Je ne le dirai jamais assez, mais la littérature jeunesse, elle sert un peu à ça. C'est une belle façon d'aller voir, de s'inspirer du réel. C'est de la fiction, mais c'est quand même très inspiré de ce qu'on fait. Et lui, il va comprendre tout ça en écrivant avec son cousin ses petites bandes dessinées. Dans le fond, notre personnage, mon Dieu, son petit nom, c'est quoi, Lily? Lily, elle devient une petite martienne dans leur BD et donc, c'est cute. C'est vraiment très beau, c'est plein d'espoir, c'est plein de positif. Vraiment, ça fait du bien. Donc, un genre de feel-good, mais très pertinent en même temps, un peu versé psycho-philo. Ça peut être vraiment très chouette. Ça se lit tout seul. Le temps fuit. Qui n'est pas le roman le plus addictif à lire, mais qui est néanmoins très touchant lui aussi, donc j'avais vraiment, vraiment envie de vous en parler. On voit c'est un bel objet en couverture rigide. Donc Le temps fuit, c'est l'histoire d'un libraire. Notre monsieur qui est ici, il perd progressivement la vue, pour qu'on se comprenne. Il ne devient pas aveugle, mais ça devient vraiment difficile pour lui de lire. Il va poster une annonce pour demander à quelqu'un de venir lui faire la lecture. Et c'est la jeune fille qui est ici, Solange, qui va venir lui faire la lecture quotidiennement. C'est une jeune fille qui est allergique aux chats, mais qui adore les chats. Et elle, son mandat dans la vie, c'est d'aller en prendre soin à travers la ville. Donc, elle va échanger. Elle a chez elle des pots de capres qui ont été légués par ses parents. Ils sont morts, malheureusement, dans un ravin en allant livrer des capres, justement. Et elle, avec ces bouteilles-là qui lui restent, elle peut les échanger contre des services ou contre des produits. Et elle échange ces capres contre les restants de poissonnerie pour alimenter les chats. C'est vraiment l'histoire de deux rencontres, deux personnes très différentes, d'âges complètement différents, qui sont tous les deux passionnés d'histoire, histoire au sens fiction.
et qui vont apprendre à se connaître. On va se rendre compte que finalement, Solange, elle est vraiment toute seule. Au début, ça n'est pas clair. Elle dit qu'elle vit avec sa grand-mère. C'est pas le cas. Et au début, notre libraire, on comprend pas pourquoi il veut se faire la lecture. Et c'est là qu'on comprend que ses yeux vont pas bien. C'est tout doux. C'est vraiment tranquille. C'est vraiment un beau roman. Ça parle du temps qui passe, forcément. Et du legs aussi qu'on va laisser aux gens, l'importance des histoires. C'est beau. C'est vraiment un livre qui est très aéré. Je vais vous montrer, c'est quand même pas long à lire. C'est vraiment très bien aéré. Il y a des illustrations aussi de temps en temps. Donc c'est ça, une histoire de chat, de livre, de temps qui passe. La guerre des Lulu. Il faut que je vous explique que c'est une BD, en réalité, qui est classée adulte. Néanmoins, quand j'étais un peu plus jeune, je les ai lus étant peut-être plus jeune adulte, et c'était pas des BD qui étaient vraiment scabreuses, donc j'ai pensé que c'était de la BD jeunesse, mais ça, il faut croire que non. Et là, tout d'un coup, on reçoit des versions romans, qui sont relativement petits, ils ont les images de la BD. La guerre des Lulu nous amène à la Première Guerre mondiale un petit peu de la même manière que les enfants de la Résistance, mais dans un axe un peu différent. Donc, pourquoi Lulu? On a Ludwig, Luigi, Lucien, Luca et éventuellement Luce. Donc, on comprend que leur prénom commence par LU, toute la gang. Ce sont des orphelins, les garçons du moins, ce sont 4 orphelins qui n'ont pas tout à fait le même âge, mais qui sont dans la même chambrée. Donc, disons qu'ils chamaillent beaucoup durant le jour, ce sont quand même des personnages qui ont un degré de sincérité quand même vraiment important. On peut parler de fraternité romance ici, tout à fait. Et malheureusement, la Première Guerre arrive et l'abbé qui s'occupe des enfants va se dire « Mon Dieu, ces enfants-là sont déjà hypothéqués, on ne peut pas en rajouter une couche en leur disant qu'il y a une guerre à nos portes, on va les laisser dans l'ignorance. » À tout le moins, jusqu'à ce que finalement la guerre est vraiment aux portes de la ville. Donc là, il y a urgence, il faut évacuer tous les enfants le plus rapidement possible. Et malheureusement, on a oublié les Lulu, qui eux faisaient une cabane dans la forêt. Ils sont un petit peu, ils tiennent pas en place. Donc, et là, ils se retrouvent dans leur petite ville française, occupée par les Allemands. Donc, ça va être une histoire de survie, ça va être une histoire sur la guerre, forcément. Il n'y a pas de détails complètement, vraiment horribles. Dans le deuxième que j'ai amené pour pouvoir vous le montrer, ils vont même rencontrer Hans, qui est un Allemand. Donc, on parle encore une fois ici de fraterniser. Donc, c'est vraiment du point de vue des jeunes, la Première Guerre mondiale, l'occupation, le manque de nourriture, la propagande. Il y a vraiment plein de thèmes qui peuvent être intéressants et ça demeure quand même une histoire sur des adolescents. Donc, il y a l'adolescence en même temps, leur désir de rester ensemble, le vide affectif que ça peut créer, les discordes qui peuvent parfois naître au sein de leur groupe. C'est vraiment très bien fait. Je les aime beaucoup, ces BD-là. Donc, si vous voulez avoir peut-être une histoire plus dans la Première Guerre plutôt que la Seconde, parce que la Seconde, elle est largement connue dans la littérature jeunesse, la première un peu moins, ça peut être vraiment très intéressant. Et ils sont dans une formule qui est quand même très facile à lire. Donc, vraiment, ça peut être vraiment chouette. Les albums. Max et Lottie. Notre jeune fille ici va trouver un coquillage sur le bord de l'océan. Il faut noter qu'elle a peur de nager. Et on entend le bruit du coquillage, c'est apaisant. Et à un moment donné, on entend un « allô, allô ». Et à un moment donné, on se rend compte que oui, il y a quelqu'un au bout du fil, c'est un peu comme un téléphone. Et c'est pas une crevette, mais disons plus une écrevisse peut-être. Voilà, et elle répond. Donc, ça devient un téléphone entre une créature des eaux et un être humain. Ils vont se téléphoner assez souvent, ils vont se tenir au courant de toutes sortes de choses, ils vont partager des intérêts ensemble, ils ont plein de points en commun. Ils aiment les places fraîches quand il fait chaud, les places chaudes quand il fait frais, ils aiment les salades, c'est vraiment mignon, c'est plein de bienveillance. Et ce qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, c'est l'anniversaire de Lottie. Et donc, elle va recevoir un cadeau. Excusez, c'est Lottie. Je me mélange. C'est la fête de Max. Oui, c'est ça. Donc, Max reçoit un cadeau de Lottie. Et c'est un saut complet pour faire de l'apnée. Donc, c'est mignon pour pouvoir enfin aller se rejoindre. Donc, surmonter ses peurs, l'amitié, les intérêts communs. C'est tout beau, c'est tout doux sur le thème de l'océan. La petite fille qui voulait devenir grand-père. Je craque, vraiment. On dit souvent que c'est important de faire dans les représentations et peu importe le genre, peu importe l'âge aussi. Donc, c'est bien de voir que là, on a une petite fille qui veut être comme son grand-papa. Pourquoi pas? C'est une figure positive.
On les voit ici, toute une pelletée de grands-papas aux cheveux blancs avec des barbes. Et elle, pour pouvoir ressembler enfin à son grand-papa, elle va essayer de trouver des éléments qu'elle peut mettre sur sa propre personne, donc les mêmes vieux habits qui sentent un peu la peppermint. Elle va coller du coton sur sa tuque pour pouvoir avoir ses mêmes cheveux blancs. Là, on a l'accordéon ici, c'est vraiment mignon. Et finalement, c'est ça, elle essaie vraiment, elle met des bonbons à la lime dans ses poches, donc c'est mignon tout plein. On ne dira jamais assez, les enfants, ils apprennent par mimétisme, ils ont des modèles, c'est important de pouvoir les valider dans leur choix, peu importe l'âge, peu importe le genre, ils font de l'exploration, c'est tout à fait simple. Donc j'aime ce genre d'histoire-là pour qu'on puisse l'aborder et en même temps, nos grands-parents, c'est aussi un groupe qui est parfois mal représenté en littérature jeunesse. On pense souvent au grand-papa un peu grabataire qui est sourd. Là, on a vraiment plus le grand-papa qui est doux, qui aime les bonbons. Il y a quelque chose de positif dans cette image-là. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, c'est plein de bonheur. Donc, c'est vraiment un beau livre à mettre dans vos choix pour vos plus vieux, donc premier cycle en montant. Et je vous ai gardé notre dernier, Les Taches d'huile de Jonathan Bécotte, qui est vraiment beau lui aussi dans le genre représentation, qui est aussi lié entre une relation, mais cette fois-ci c'est un papa avec son fils. Donc dans Taches d'huile, on a un garçon qui nous parle de son papa qui est mécanicien, et c'est poétique, donc vous pouvez aller travailler la poésie avec ça, c'est vraiment chouette. Le papa et son garçon n'ont pas tout à fait de points communs. Pour ce qu'on en voit de l'extérieur, ça ne les empêche pas de vraiment beaucoup s'aimer. Et notre garçon, c'est un peu le parallèle qu'il va faire. C'est mon papa, il travaille, il fait du bruit. Ce bruit-là, j'ai l'impression que ça ressemble à telle chose, l'odeur de l'essence. Il y a quelque chose de très sensoriel dans ces descriptions. Donc, toute la nostalgie qu'on peut avoir autour des odeurs, des textures, des sons. C'est vraiment très beau. Puis ce qui est mignon, c'est que notre garçon, envers son papa, il est vraiment différent. Regardez, on le voit ici. Notre garçon, il aime les peluches, il aime les couleurs plus pastel, rose, le maquillage, les belles boucles d'oreilles. J'adore que ce soit un garçon, vraiment. C'est vraiment super cute. On le voit ici, fils de mécanicien. Donc, et notre papa qui est vraiment très costaud, et lui, bon, on le voit, c'est la graisse, le métal. Il fait de la métallurgie aussi. C'est cute. Fait que c'est vraiment de faire le pont entre, même quand on n'a pas des choses qui sont pareilles, c'est quand même chouette. On le voit ici, encore une fois, c'est bien écrit, c'est de la belle poésie, très accessible. Et c'est ça, le sensoriel, tout ça, les liens, on a vraiment apprécié, on est plusieurs à l'avoir lu. La tendresse en garçon, ça se fait tout à fait. C'est normal aussi qu'on ait je veux dire, normal dans le sens où c'est quand même assez conventionnel d'avoir une relation correcte avec son papa, à tout le moins, même quand on est différent. C'est ça, c'est vraiment beau. Donc, à regarder de plus près, on a des belles représentations, les images sont belles et le français, il est vraiment très joli également. Donc, ça conclut pour moi, donc pour les incontournables primaires du mois de mars. Donc, on va se retrouver le mois prochain, le mois d'avril, pour d'autres livres, d'autres romans. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve le mois prochain.